Bonjour, Bonjour, bonjour David, bonjour tout le tu vas monde, bien Stéphane? ça va et toi? Ouais, super, impeccable. Bonjour à tous, on va attendre 2-3 minutes que les dernières connexions se fassent et que tout le monde ait pu régler son son et son image. De toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous avez des problèmes de son, le webinaire sera en replay. Et, soit l'équipe Yes. d'Adesper, soit Blixo, on vous l'enverra. On laisse les derniers arrivants se connecter. Vous avez été très nombreux à vous inscrire, c'est sympa. Pour les gens qui viennent de se connecter, on attend 1 ou 2 minutes encore pour que tout le monde puisse se connecter. Et puis on commencera, on se présentera rapidement et puis on commencera directement dans le vif du sujet. Voilà. J'adore parler pour ne rien dire pendant 3 minutes. C'est toujours le pire moment des C'est le moment webinaires. au début des webinaires, ouais. C'est ça. On attend 2 minutes. Je propose qu'on démarre, je sais pas, 11h03. Ça ne fera que 3 minutes. Ouais, très bien, c'est nickel. Mine de rien, il y a quand même encore des gens qui s'inscrivent. Vous connaissez le système. Si vous avez vous avez le chat qui permet tout le monde s'en est déjà emparé, qui permet de se dire bonjour et de communiquer. Par contre, si vous avez des questions, c'est peut-être mieux d'utiliser le petit module chat qui est juste, questions, pardon, à côté du module chat. Ça permet que les questions ne soient pas perdues dans le flow. Et puis ça permet si une question vous convient aussi, vous pouvez la liker et ça la fait remonter. Puis nous, on prendra les questions. Voilà, donc on se donne 2-3 minutes. Bon, ça a l'air de se stabiliser. Peut-être qu'on pourrait commencer, David, je ne sais pas ce que tu en penses. Allez, c'est parti. Je te laisse présenter ton écran. Ça roule. Hop là, et c'est parti. Donc, Tu vois mon écran, c'est bon? c'est parfait, c'est parfait. Je pense que tout le monde le voit, je pense que tout le monde nous entend bien. Génial, c'est parti, allons-y, on va commencer. Donc on est ici pour parler de GEPP et de la meilleure manière pour vous d'implémenter cette gestion d'emploi prévisionnel des parcours dans votre entreprise. Donc on va commencer par se présenter rapidement. Tu veux commencer, Stéphane? Bah écoute, si tu veux, avec plaisir. Donc, je suis Stéphane Valère, je suis un des deux cofondateurs de Blixo et le CEO. Blixo, en fait, ça part du principe que les entreprises sont dans une transformation permanente et que c'est compliqué de transformer. Il faut comprendre qui est dans le train et qui est sur le quai et aider les gens à suivre la transformation. Et donc, on a développé différents outils pour permettre aux équipes, aux managers et aux RH d'améliorer tout ça en améliorant l'engagement des gens, la qualité de vie au travail. Donc, on a différents outils dont je parlerai tout à l'heure. Et évidemment, la GEPP, c'est une transformation. Hein, donc, voilà, on travaille là-dessus et on est disponible dans 20 langues, dans 40 pays. On travaille pour des entreprises de 20 à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Génial, merci beaucoup Stéphane. Donc je vais me présenter juste en quelques mots. Donc je suis David Bernard, donc je suis psychologue du travail, donc spécialiste en psychologie, ce qu'on appelle quantitative. C'est-à-dire l'objectif de la psychologie quantitative, c'est d'évaluer les individus, en gros de pouvoir poser des chiffres, on va dire, sur leur potentiel, leur talent ou encore leurs soft skills. Et donc je suis également le CEO et le fondateur d'Assess First, qui est une société spécialisée dans ce qu'on appelle le recrutement prédictif et la gestion prédictive des talents. Et on le verra tout à l'heure. Donc, notre objectif, c'est vraiment justement de permettre de bien qualifier le potentiel des individus et de pouvoir accompagner leur développement dans le cadre de votre entreprise. Et ceci, non pas sur la base d'infos qu'on peut retrouver dans un CV, mais véritablement sur la base de qui sont les individus. Donc aujourd'hui, Assess First, c'est 103 personnes qui travaillent toutes en remote et on travaille avec à peu près 3500 entreprises réparties dans 40 pays.
Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer directement dans le dur. Donc, on aime bien dire en fait que pour une société qui souhaite créer un impact véritablement, parce que quand on crée une boîte, c'est pour ça, en fait, elle doit réunir 3 éléments fondamentaux. Parmi les 2 premiers, on va retrouver la vision et l'argent. Alors la vision, bien évidemment, chaque entreprise, chaque créateur d'entreprise et chaque entreprise porte une vision. Cette vision, elle doit être suffisamment ambitieuse, elle doit être suffisamment adaptée par rapport à un marché, elle doit être suffisamment également enthousiasmante pour que les uns et les autres aient envie de la suivre. L'argent, c'est un peu, on va dire, l'oxygène, c'est-à-dire pour une entreprise, c'est-à-dire que si on n'a pas d'argent à un moment donné, ça devient compliqué de mettre en œuvre justement cette vision. Mais l'élément clé, on le sait tous, surtout si on travaille en RH, c'est le facteur people. Le facteur people, pourquoi? Parce que ce sont les individus, au final, qui vont faire que vous allez pouvoir exécuter parfaitement votre vision, à l'aide de l'argent bien évidemment aussi, mais en tout cas, on sait très bien qu'on peut avoir la meilleure des visions, on peut avoir tout l'argent du monde et ne pas parvenir à exécuter, tout simplement parce qu'il y a un décalage entre les personnes dont on a besoin et celles qu'on a en interne, par exemple. Et donc, vous, en tant que RH, vous vous concentrez justement sur ce facteur people. J'ai envie de dire, c'est toute votre vie professionnelle. Et donc, votre métier, c'est quoi? C'est pour chacun au sein de votre entreprise de pouvoir identifier à chaque fois les jobs, les parcours dans lesquels ils vont pouvoir à la fois délivrer un degré de performance qui sera le plus élevé possible. Parce que quand on recrute une personne, quand on fait évoluer une personne à un job, c'est avant tout pour qu'elle puisse apporter de la valeur sur son job, mais également positionner les personnes dans des jobs dans lesquels ils vont pouvoir être heureux, dans lesquels ils vont pouvoir être engagés et engagés le plus longtemps possible. Donc en gros, la GEPP, si on voulait faire très, là ça va être ultra rapide, mais en gros, il va falloir évaluer les compétences des individus et ensuite mettre en perspective ces compétences des individus par rapport aux compétences dont a besoin votre entreprise aujourd'hui, demain, voire après-demain, pour derrière pouvoir déployer, mettre en place toutes les actions qui vous permettront de réduire, en fait, tout simplement, le gap, l'écart qu'il peut y avoir entre où sont les gens aujourd'hui et où l'entreprise a besoin qu'ils soient demain. Et donc ça, c'est pour, j'ai envie de dire, c'est pour la théorie. Dans la pratique, il y a quand même des obstacles qui sont interposés, qui s'interposent entre ces objectifs à réaliser et où on en est aujourd'hui. On a vu notamment le phénomène, ce qu'on appelle The Great Resignation au United Kingdom, en Angleterre. Donc, on se rend compte qu'il y a énormément de postes ouverts, donc il y a plein de personnes qui ont démissionné de leur job. Aux États-Unis, on parle de Big Quit. C'est 4,5 millions d'Américains qui ont décidé de quitter leur job. Donc, en tout cas, c'est le chiffre qu'on avait au tout début de l'année, en janvier 2022. Et c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de savoir, et en France, comment ça se passe? Est-ce qu'on est dans la même situation ou pas? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que selon une récente enquête de Deloitte, conduite au début de l'année, c'est 56% des hommes et des femmes dans les entreprises qui envisagent de changer de job, envisagent de changer d'emploi. Mais dans un même temps, c'est un DRH sur 5 seulement qui pense que leurs collaborateurs sont en capacité à changer de direction. Donc ça, c'est une étude qui avait été publiée par Gartner toujours au début de l'année. Et autre fait marquant également, c'est que les 3/4 des CEO aujourd'hui se posent des questions quant à la disponibilité des compétences clés. C'est-à-dire, à un moment donné, ils se posent la question, est-ce que véritablement, dans notre entreprise, dans mon entreprise, est-ce que j'ai les compétences qui vont me permettre de continuer à faire en sorte que la société s'épanouisse sur le marché, continue à prendre des parts de marché, puisse continuer à se développer. Donc la GEPP, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la combinaison de 3 actions distinctes. On a prévoir, optimiser et également recruter mieux. Quand on parle de prévoir, c'est prévoir, anticiper quels seront les métiers qui vont émerger demain. On dit souvent qu'on a plus de la moitié des métiers qui existent dans 5 ans qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais également quelles sont les compétences qui seront associées à ces métiers. Et ça, bien sûr, c'est en fonction de l'évolution de l'environnement. Ça peut être des évolutions législatives, réglementaires, ça peut être évolution de marché, évolution technologique, évolution au niveau de l'environnement également, tout simplement. Optimiser, c'est mettre en place des actions qui vont permettre de favoriser la mobilité des collaborateurs en interne. Donc, il y a plein d'outils pour ça. Ça peut être la formation, le CPF, la VAE, la mobilité, justement. Et recruter mieux, c'est tout simplement se dire, OK, aujourd'hui, je connais ma boîte,
j'essaie d'anticiper quels seront les besoins que j'aurai demain pour pas seulement recruter pour les besoins que j'ai aujourd'hui, mais également en essayant de anticiper pour pas me retrouver dans 1 an, 2 ans, 3 ans avec un manque de compétences qui serait délétère pour l'entreprise. Et donc, on rappelle, la GEPP est obligatoire à partir du moment où il y a 300 personnes dans l'entreprise. Donc Stéphane, je te laisse nous présenter comment on peut implémenter sereinement le GEPP dans l'entreprise. Ok, alors, tac. Voilà. Tu vois mon écran, c'est bon? C'est parfait, super. Ok, merci. Donc en fait, la GEPP, effectivement, c'est un changement. C'est quoi? L'adaptation est une transformation, est un changement. Et donc, je vous propose de visiter ça à travers ce cycle, qui est un cycle infini, en 5 étapes. 1, définir la vision. 2, partager la vision, parce qu'il faut la partager, ça ne sert à rien. 3, capter de l'information pour pouvoir mesurer les écarts par rapport à ce dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, de quoi on a besoin. Agir, communiquer sur les progrès et recommencer. Je vais détailler chacun de ces petits cas. Alors, la première chose, c'est définir la vision. Donc, il y a un modèle que j'aime beaucoup, qui est le modèle de Vincent Lénart, qui est en 6 points. Alors, la vision, c'est l'ensemble de ces 6 points et c'est l'enchaînement de ces 6 points qui en fait la force. On définit la vocation, puis l'ambition, puis les valeurs, puis les principes de management, puis la priorité stratégique, puis le plan d'action. En général, dans l'entreprise, on est très fort pour le plan d'action, priorité stratégique, et puis plus ça remonte, plus parfois des lacunes. Je vais détailler les 6 points et leur impact sur la GEPP. Donc, le premier point ici, la vocation. La vocation, c'est pourquoi on est là, pourquoi on existe. C'est vraiment notre raison d'être. Alors, c'est quelque chose qu'en général, on ne bouge pas. On le définit quand on crée l'entreprise. Il peut y avoir un changement de temps en temps, mais c'est sur des très longues périodes de temps. Donc, évidemment, c'est très fondateur. Et par rapport à ce que disait David tout à l'heure sur la GEPP, ça commence par le recrutement, finalement. Vous voyez bien l'impact que ça a. C'est si on définit clairement qui on est, on va recruter des personnes qui doivent nous ressembler en termes, donc là, je parle évidemment de compétences soft, qui doivent nous ressembler. Donc, c'est très fondateur. Ça impacte directement les recrutements et c'est très longue traîne. C'est-à-dire, finalement, c'est un impact très long. C'est un peu comme un grand navire. Le deuxième morceau de la vision, c'est l'ambition. L'ambition, c'est où est-ce qu'on veut planter notre fanion? Est-ce qu'on veut conquérir le Puy-de-Dôme ou conquérir l'Everest? Est-ce qu'on veut être premier en France ou premier dans le monde? Est-ce qu'on veut avoir la boîte la plus jolie ou la boîte la plus tech ou la boîte, quand je dis la boîte, le produit, pardon, le plus tech, le plus ceci ou le plus cela, être le leader du lait ou le plus grand innovateur. Donc, comment on veut se positionner? Donc, c'est très moyen terme parce qu'évidemment, ça a un impact assez long sur la vie de l'entreprise et donc, ça a un impact assez long sur la GEPP. Et là, on parle évidemment de soft skills, mais aussi de compétences dures parce que là, on va avoir des besoins métiers qui sont très forts et qui nous permettront d'aller dans cette direction. Et ce que disait tout à l'heure David, finalement, l'entreprise doit s'assurer d'avoir les bonnes compétences pour aller là où elle veut. Sinon, elle ne peut pas y arriver. L'entreprise, c'est juste une personne morale, ça c'est rien, c'est inexistant. Ce qui fait l'entreprise, c'est les gens qui sont dedans, c'est les personnes physiques. La troisième partie qui s'enchaîne, c'est les valeurs. Dans les valeurs, vous voyez, c'est innovation, leadership, créativité, voilà, responsabilité, c'est des mots comme ça. Donc, en général, ça bouge très peu aussi. C'est très stable. Donc ça c'est intéressant pour la GEPP parce que c'est fondateur, avec la vocation, ça va poser les choses assez longuement. Mais par contre, c'est très sensible à l'extérieur. Quand je dis très sensible à l'extérieur, ça veut dire que les mots qu'on a définis, ils ne veulent pas dire grand-chose. Ils veulent pas dire la même chose pour les uns et pour les autres, et ils ne veulent pas dire la même chose dans l'époque. Et c'est pour ça qu'on définit après des principes de management. Il faut se méfier des valeurs, c'est-à-dire valeurs et principes de management ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre, sinon on risque de recruter ou de développer des compétences qui ne sont pas les bonnes. Je vous donne un exemple, donc je passe à la slide suivante qui est sur les comportements, finalement les comportements associés aux valeurs. Finalement, je peux très bien avoir une valeur qui est le leadership, et développer un comportement qui est j'écrase mon prochain parce que s'il va y avoir qu'un, c'est moi. Je pense qu'il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un qui arrive, et au moins on est sûr d'y arriver.
Mais ça peut être aussi, non, on joue collectif et on va arriver en équipe. Les deux correspondent à peu près à la même valeur, mais sont déclinés de façon totalement différente. Et c'est pour ça qu'on écrit des grands principes de management et qu'on écrit des comportements. Et donc, évidemment, là, ça a un impact énorme sur les compétences qui touchent au management, qui touchent à la collaboration, à la coopération, qui vont être nécessaires pour avancer. Et donc, c'est très sensible à l'extérieur au temps qui passe parce que les choses évoluent et des comportements et des valeurs, pour moi, qui ai 50 ans, ne veulent pas du tout dire la même chose et ne sont pas du tout développés de la même façon pour quelqu'un qui aurait 25 ans aujourd'hui, qui rentrerait dans la vie active. Et puis l'avant-dernier point, pardon, c'est les priorités. Donc là, finalement, on devient très business. Ok, voilà, voilà nos priorités, voilà comment on va s'organiser dans les 2 prochaines années, 3 prochaines années pour atteindre cette ambition. Donc là, on a un impact très fort sur la GEPP parce que si on n'a pas les bonnes compétences, les priorités ne pourront pas fonctionner et surtout, le plan d'action ne pourra pas se dérouler. Et le plan d'action, finalement, on n'a plus le temps de réagir ou simplement en allant piocher des compétences à l'extérieur très rapidement. Mais finalement, donc c'est ce que j'ai mis, c'est le temps de pleurer ou de célébrer. C'est le moment où on s'aperçoit si on a bien travaillé, si on a bien géré sa GEPP ou pas, c'est l'épreuve du feu. Alors après, vous vous souvenez, dans mes petits carrés, il y avait travailler sur la vision et puis la partager. Parce que si vous ne la partagez pas, ça ne sert à rien. Et donc, ce petit graphe, il montre 2 façons de travailler. L'un où la vision est vraiment partagée et l'autre pas. La vision, c'est la petite montagne. Et vous voyez, à droite, en fait, les corrections sont plus courtes, les itérations, et c'est ça la GEPP, sont plus courtes, parce qu'en fait, tout le monde va dans la bonne direction, et on sait où on va, donc au fil de l'eau, les choses se font par petits pas. Et les petits pas, c'est beaucoup plus simple à gérer. À gauche, en fait, la vision n'est pas très claire, donc les gens se perdent un peu, et quand il y a des corrections, elles sont énormes, et on n'y arrive pas toujours. Alors, et la vision, il faut la partager, parce qu'il faut itérer, en fait, la GEPP, c'est une itération permanente, et la vision, il faut la partager beaucoup. J'adore ces petits dessins. À gauche, vous voyez, c'est un verre d'eau qui est presque vide. Il y a juste 1 centimètre d'eau au fond, elle est bleue. Si je veux la changer de couleur et la remettre en rouge, une goutte suffit. Donc on est un tout petit groupe, on est une petite entreprise, on a des petits changements, une goutte, j'en parle une fois, les gens ont à peu près compris. Et souvent, c'est pas comme ça. Souvent, le verre d'eau, il est plein. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de données, on est nombreux, on ne se voit pas tout le temps, etc. Et là, si je remets une goutte d'eau, si je communique une fois, ça ne va rien se passer. L'eau va juste à peine rougir. Il faut communiquer beaucoup, jamais assez. On ne communique jamais assez sur la stratégie, sur là où on en est, notre ambition, notre vocation, où on va, les plans d'action. Il faut beaucoup, beaucoup communiquer, parce que sinon, on croit l'avoir fait, et on est dans un nuage de fumée, les choses ne sont pas faites, et donc la GEPP rate son but. Puis le 3e point, dans mon graphe du début, le rond du début, c'est qu'il faut capter. Ok, maintenant j'ai mon étalon, j'ai ma fondation, je sais où on va, je sais pourquoi on y va, etc. Et maintenant, il faut que je me dise, ok, mais est-ce que les équipes que j'ai sont au niveau? Alors, il y a David qui va vous parler de l'assistance derrière, qui est évidemment exceptionnel et très important sur le sujet. Mais on capte aussi au sein des équipes, et je vais vous montrer comment faire. Donc, il faut avoir une captation, moi je pense, décentralisée. Ça supprime les biais, c'est-à-dire qu'il faut demander aux gens, il ne faut pas croire que, en fait. Il faut demander au principal intéressé. Et vous savez, c'est celui qui fait, qui sait, en fait. Donc, c'est celui qui fait, celui qui conduit le chariot élévateur, celui qui fait son plan marketing, qui sait si finalement il a les compétences pour aller là où il a compris qu'on allait, en fait. Et c'est lui qui peut dire ce qui lui manque ou ce dont il aurait besoin. Il faut capter de façon régulière, parce qu'en fait, les écarts changent. Heureusement, les gens font des efforts. Il y a des programmes qui sont mis en place avec la GEPP. Le contexte change, les équipes changent, évidemment, les objectifs changent, les priorités changent régulièrement. Donc, il faut régulièrement mesurer. Et parce qu'on mesure les écarts, parce que ça permet de constater les progrès, et parce qu'en fait, tout ça, finalement, c'est dynamique. Il ne faut surtout pas avoir une photographie rare. Et puis, il faut capter, il faut être feignant. Parce que tout ça, si c'est trop de boulot, en fait, on ne le fera pas bien, les gens répondront mal, on utilisera mal les données, on fera des programmes qui ne sont pas tout à fait adaptés. Donc, on bossera, tout le monde bossera, mais on s'épuisera finalement et il ne se passera pas grand-chose.
il faut être le plus flemmard possible et utiliser des outils qui sont les plus simples possibles et qui travaillent le plus à notre place. C'est des robots. Et puis, pardon, je l'aimais tellement cette slide que je l'ai mise 2 fois, excusez-moi. Donc, une fois qu'on a capté, il faut taper le boulot. Voilà, j'ai ma fondation, j'ai capté, je vois mes écarts, et donc on travaille. Et donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est le dur de la GEPP, c'est-à-dire qu'il y a des sujets de mobilité, il y a des sujets de recrutement, il y a des sujets de requalification, de recompétences et des sujets de upskilling, donc de développer des compétences nouvelles. Et puis, le dernier point du cercle, c'est de communiquer. Parce qu'en fait, finalement, la GEPP, le changement que l'on fait en tant que RH, le changement qu'on impose à son organisation, le changement qu'on attend ou qu'initient les collaborateurs, les parties prenantes, le changement, c'est coûteux en fait. C'est souvent, on renonce à quelque chose, on renonce à du temps, on renonce à des activités, ça crée de la fatigue, et donc il y a une certaine inertie parce que on n'y croit pas vraiment, ça ne marche pas toujours, évidemment il y a des ratés, etc. Et donc pour que ça fonctionne, pour que le changement se fasse au niveau individuel, au niveau collectif, il faut beaucoup communiquer sur les gains, à quoi ça va servir et sur les succès. Regardez, ça a déjà bougé en fait. Donc il faut beaucoup communiquer là-dessus parce que c'est ce qui va permettre ce changement. Et tout n'est que changement. Et recommencer à l'infini, mais évidemment en squeezant la partie un petit peu lourde au début de la vision. Alors c'est bien gentil tout ça, mais c'est très théorique. Comment on fait? Alors je vais vous montrer. Donc la vision, je pense qu'il y a peut-être Andrea qui est là derrière et qui va vous coller un lien, mais on vous enverra sinon. C'est très simple. En fait, ça, c'est un outil, ce qu'a défini Vincent Lénart, et on va vous donner un outil qui permet de le faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez déjà beaucoup de choses. Évidemment, vous avez vos plans d'action qui sont faits, ils sont verts, c'est sûr que vous les avez. Vos priorités, je suis sûr que vous les avez. Je pense que la vocation et l'ambition sont pas très. Si c'est pas clairement affiché dans votre entreprise, c'est pas très compliqué à trouver. À mon avis, les fondateurs peuvent vous parler de vocation. L'ambition, je pense que le comité de direction peut assez facilement vous dire là où ils veulent aller dans 3 ans. Et souvent, les entreprises ont les valeurs. Souvent, ce qui leur manque, par contre, c'est ces valeurs, qu'est-ce qu'elles veulent dire en termes de comportement. Donc là, il y a un petit peu de boulot à décliner, les 3-4 mots importants de l'entreprise, les décliner en comportement. Mais finalement, honnêtement, ça peut être assez vite fait. Je pense qu'en 2-3 semaines, vous pouvez vraiment avoir l'information. Et après, je n'ai pas pu m'en empêcher, Just Call Blixo. Et Assessor, évidemment. Donc, Just Call Blixo, et je vais vous montrer pourquoi. Vous allez pouvoir, je vous invite à mettre à disposition des 360 feedback en open bar, que les gens puissent, vous savez ce que c'est qu'un 360 feedback, les gens puissent répondre à des 360 et interroger leur pairs pour comparer ce qu'eux pensent montrer et ce que les gens voient d'eux. Parce que ça, c'est très important pour la mobilité, par exemple, pour la prise de responsabilité, pour les parcours professionnels. Il faut que ça soit ajusté. Donc ça, la tendance, c'est vraiment, on ne réserve pas les 360 à quelques managers exécutifs. Maintenant, c'est tout le monde fait 360 régulièrement et ça nourrit les parcours et l'efficacité. Vous allez déployer, moi je vous invite à déployer une enquête Pulse, un baromètre de climat social, parce que le baromètre de climat social, il est là pour prendre le climat social, mais il est surtout là, dans le cas présent, pour vous donner énormément d'indicateurs en un clic, c'est un truc très très paresseux, sur quels sont les soft skills qui sont très fortes dans certaines équipes, dans certaines BU, dans votre entreprise, et quelles sont celles qui sont en souffrance. La confiance, la délégation, l'intégration, la capacité à travailler ensemble, etc. etc. Et ça va vous dire exactement ce qu'il faut développer pour aller là où vous voulez aller. Et ça demande zéro travail, pour le coup. Vous allez pouvoir lancer très simplement des sondages ciblés pour pouvoir avoir un zoom, capter des informations dans cette notion de capter, mais très précisément sur certaines populations. Par exemple, il y a un programme que vous lancez
sur l'intégration de nouveaux collaborateurs, finalement, est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que les gens regrettent? Qu'est-ce que les gens ont, etc. Et ça va vous donner de l'information sur les compétences qu'il faut développer, rapidement ou pas, sur vos équipes. Puis, vous allez pouvoir alimenter les managers, qui sont quand même la pierre angulaire de tout ça, de connaissances concrètes pour, OK, on a dit qu'il fallait développer la capacité à déléguer, par exemple, ou la responsabilisation, mais comment faire? Vous allez pouvoir apporter de la connaissance, c'est du micro-learning, et vous allez surtout pouvoir comprendre où dans l'entreprise ça bouge sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait quoi? Est-ce qu'on est en train d'aligner tout le monde? Donc là, on va vraiment upskiller et développer le changement des collaborateurs. Et puis, la dernière chose, sur la communication, il vous faut un outil, c'est très simple à mettre en place, c'est un petit Facebook de compliments, en fait, où on va féliciter, c'est l'ancrage positif, on va féliciter les gens. Bravo, j'ai vu que ta prise de parole en public était vraiment super. Quel progrès par rapport à il y a 6 mois. Waouh! Et là, tout le monde le voit, on like. Et vous savez, c'est un compliment. On fait les choses parce qu'on s'en sait capable, on s'en croit capable, et pas toujours parce qu'on sait le faire. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais vous dire. Et je relaisse la main à... Génial. Alors, je vais repartager mon écran. Dis-moi si tu vois bien. Donc là, je vois la vache qui rit, et là, voilà, c'est... Voilà, génial. Donc, on va voir comment, qu'est-ce qui peut venir bouleverser les opérations de GEPP, notamment dans l'environnement. Donc, on voit bien que le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, il a connu des transformations sans précédent. Notamment, on a deux phénomènes en particulier. Le premier, c'est tout à fait l'automatisation du travail. On voit bien que ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, il y a une étude réalisée par le World Economic Forum qui montrait qu'en 2018, il y avait 29% des tâches qui étaient automatisées et qui estime que d'ici 2025, c'est 54% de l'ensemble des tâches qui devraient être automatisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2025, ça se fait de la moitié des tâches. On ne t'entend pas très bien. En fait, il y a un petit problème de son. Peut-être qu'il faut que tu parles. En fait, je pense qu'on t'entend bien quand tu es plus près de ton écran, j'ai l'impression. Là, on t'entend bien. Ok. Et voilà. Là, on m'entend mieux? J'ai l'impression, ouais. Bon, Très bien, on va faire comme ça. Donc, 54% des tâches qui vont être totalement automatisées, prises en charge soit par des robots, des systèmes de traitement automatisés, ou encore des algorithmes. Et donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que les personnes vont devoir évoluer vers de nouveaux jobs, de nouvelles fonctions. Donc, ils vont être des fonctions, généralement, on dit souvent, plus proches du business. C'est-à-dire, typiquement, comme dans la banque, les métiers du back-office sont automatisés et les personnes qui étaient dans ces jobs-là évoluent vers des fonctions plus commerciales. Et côté entreprise, il y a vraiment une nécessité de pouvoir identifier qui peut évoluer facilement, que ce soit en interne ou en externe. Le deuxième phénomène que l'on note, c'est celui qu'on appelle l'obsolescence des compétences. Donc, on voit bien qu'il y a de nouveaux métiers qui émergent quasiment chaque année, et ce n'est pas que dans le digital, ce n'est pas que dans la tech, ça touche vraiment tous les domaines. David, en fait, je ne comprends pas pourquoi on a toujours le problème de son un petit peu là, et ça marchait bien tout à l'heure. Est-ce que tu veux essayer de mettre tes AirPods ou de les enlever ou... Bon, désolé pour ce petit problème technique, on va régler ça. Non, on t'entend pas. T'es muté en fait, là t'es muté. David va revenir. Ne vous inquiétez pas, David va revenir. Est-ce que tu m'entends là? C'est parfait. Je pense que c'est parfait. Génial. Bon, écoute, super. Je suis désolé pour ce petit contretemps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, les nouveaux métiers qui nécessitent de nouvelles compétences, à la fois des compétences hard, mais aussi des compétences soft. Donc, là aussi, il y a des stats intéressantes. Donc, c'est l'OCDE qui a publié une étude et donc qui atteste qu'en 1983, une compétence en moyenne, ça a duré 30 ans. C'est-à-dire qu'on acquirait une compétence, on pouvait l'utiliser quasiment pendant toute sa carrière. Et aujourd'hui, en 2022, ce temps de pertinence de la compétence, de validité, a été réduite à 3 ans. Donc le calcul, il est simple. On fait 30 divisé par 3, ça fait 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
dans une carrière, les individus en moyenne vont devoir apprendre 10 fois plus qu'auparavant. D'où la nécessité, le caractère vraiment crucial de pouvoir identifier celles et ceux qui auront cette capacité à acquérir facilement de nouvelles connaissances et de se mettre à jour très régulièrement. Donc on se rend compte qu'on ne peut plus recruter simplement sur les compétences, parce que les compétences, il y a ce phénomène d'obsolescence. Il va falloir se centrer sur également le potentiel des individus. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place une GEPP, une gestion des emplois et des parcours professionnels basés sur le potentiel? Eh bien, en fait, nous, on est parti d'un constat chez Assess First. On s'est dit, on a regardé un peu comment vous bossiez au niveau RH, et on s'est dit, il passe un temps incroyable dans les entreprises, elle passe un temps incroyable dans les entreprises à monter des référentiels, des frameworks de compétences dans tous les sens, mais souvent, c'est assez peu exploité au final, que ce soit dans le cadre du recrutement ou la mobilité. Et souvent, quand on a défini son modèle, on est arrivé à la fin, on commence à l'implémenter, et là, il y a encore des évolutions, de nouvelles compétences qui apparaissent et autres. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outil qui est adapté à 100% par rapport à vos spécificités. C'est-à-dire que souvent, vous avez d'un côté votre référentiel, votre framework de compétences. De l'autre côté, vous utilisez une solution d'évaluation, d'assessment avec des critères qui sont spécifiques, et vous vous retrouvez entre les deux, essayez de faire le lien, et en fait, ça devient vite un véritable casse-tête. Donc, ce qu'on a fait chez Assessor, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle une sorte de traducteur universel, une fonctionnalité qu'on appelle Competency Framework, et on va prendre un exemple, par exemple pour le leadership. Donc, vous avez ça, c'est votre compétence à vous, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et on va procéder à une analyse de on va prendre tous les critères qui sont évalués par Assessor, et on va dire quels sont les critères qui nous permettent, en gros, de bien capter, en fait, ce que vous entendez par le leadership. Donc, pour certaines entreprises, peut-être que le leadership chez vous, ça sera prendre l'ascendant sur les autres, plus chercher à convaincre les autres, c'est-à-dire la capacité à se positionner en tant que leader, en même temps la facilité pour communiquer sa vision aux autres, et on peut y ajouter une motivation qui serait par exemple avoir de l'influence. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir la capacité, encore faut-il avoir le moteur qui va pousser la personne à l'action. Mais peut-être que dans une autre entreprise, ça ne sera pas chercher à convaincre, mais plutôt consulter avant de décider, parce que vous êtes plus dans un leadership de type participatif. D'autres n'auront pas la motivation à avoir de l'influence en priorité, mais plutôt aider les autres, parce qu'on sera dans un leadership de type empathique. Toujours est-il que tout ce travail de calibrage, il va être réalisé par nos experts en interne avec vos équipes, et en moyenne, il faut une quinzaine de jours pour prendre l'intégralité de votre ou de vos modèles de compétences et les intégrer directement au cœur d'Assess First. Et derrière, donc, ça va être très simple, parce qu'une fois qu'on vous avez défini votre modèle, vous l'avez intégré, on a fait la traduction, il est prêt à utiliser. Et comment ça se passe pour l'évaluation de vos collaborateurs, collaboratrices ou candidats? Chacun va compléter son profil Assess First sur 3 facteurs clés. Il y a 3 grands axes. Il y a un questionnaire qui permet de valider ce qu'on appelle les capacités cognitives. Donc là, on est vraiment justement dans la capacité à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. C'est un peu l'agilité intellectuelle, si on veut. On va ensuite procéder à l'évaluation des moteurs, des motivations des individus, c'est-à-dire qu'est-ce qui les met en mouvement. Et ensuite, la personnalité, parce que là, on est vraiment sur l'axe comportemental. Ça va nous renseigner en gros sur le naturel des individus. Quels sont les comportements que chacun va adopter naturellement, sans se forcer, dans le cadre professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que, parce que ça fait quand même beaucoup de data, au final, quand vous avez le profil d'une personne, c'est qu'on a créé des algorithmes qui vont automatiquement croiser, rapprocher chacune de ces 3 sources de données sur les individus pour vous permettre de comprendre tout de suite quels sont le potentiel, quels sont les soft skills des individus. Mais ça, c'est sur le modèle Assess First. Et donc, grâce au traducteur qu'on a directement implémenté sur votre compte, les résultats, vous allez pouvoir les lire pas seulement sur le modèle Assess First, mais directement sur votre référentiel de compétences, avec votre wording, avec vos mots, vos intitulés. Et donc, très concrètement, ça vous permet de situer déjà individuellement chacune sur votre modèle de compétences. Là, par exemple, je suis sur le profil d'une personne chez nous, Emmanuel. Donc voilà, on sélectionne ici un référentiel de compétences. On peut voir tout de suite, donc par exemple pour leadership, elle a 4 sur 5, développer une vision, elle a 7 sur 10, fédérer les équipes, 10 sur 10, prendre des décisions stratégiques, 4 sur 10, développer les talents, 6 sur 10. Et ensuite, vous pouvez pour chacune des compétences les déplier. Donc là, vous aurez à chaque fois le potentiel de réussite on va vous lister l'ensemble des critères Assess First qui ont été pris en considération pour évaluer la capacité à réussir
dans le domaine de développer une vision. Vous avez également le potentiel d'épanouissement, c'est-à-dire que là, on vous liste toutes les motivations Assess First qui sont derrière développer une vision et qu'on a intégré directement pour voir en gros, est-ce que la personne a des moteurs qui vont dans le sens de ce qui est requis pour aimer également présenter cette compétence. Donc il y a vraiment toujours ce double axe, est-ce que je peux faire et ce que je veux faire. Voilà, donc après, vous avez tout un système qui vous permet d'identifier est-ce qu'on est parfaitement aligné entre le profil de la personne et ce qui est requis ou est-ce qu'il y a des petits décalages. Ensuite, si vous scrollez encore un peu plus bas, vous avez le positionnement de la personne par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Donc on peut voir sur une courbe normale, une courbe de Gauss. Et vous pouvez également switcher. Là, on était avec la liste des compétences. Vous pouvez également avoir une carte. C'est-à-dire que, hop, je vais descendre un peu. Là, vous avez en fait une carte où on a l'ensemble des compétences avec, sur une matrice avec 2 axes. Donc, l'axe vertical, donc l'ordonnée, c'est vraiment l'axe de la réussite. Plus les compétences se situent vers le haut, plus la personne aura des facilités pour les acquérir, les exprimer, les développer. Et plus les compétences sont vers la droite, plus la personne prendra plaisir à exprimer cette compétence. C'est-à-dire que ça va, en gros, ça va l'éclater d'exprimer cette compétence qui, encore une fois, est importante pour votre entreprise. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bien évidemment, plus les compétences sont en haut à droite, plus ça va être facile pour la personne de les acquérir, de les exprimer, de les développer, et plus on va être tout en bas à gauche, et plus ça risque d'être compliqué, bien évidemment. Vous pouvez, donc on vient de voir que vous pouvez faire une cartographie à titre individuel, mais vous pouvez également cartographier vos équipes. C'est-à-dire que là, il vous suffit simplement, on a une liste déroulante, vous pouvez sélectionner les personnes soit individuellement, soit par groupe. Donc là, on a sélectionné un ensemble de personnes. Et là, de la même façon, vous voyez les scores collectifs cette fois-ci sur développer. On voit bien, par exemple, que là, au niveau de l'équipe, en tout cas des personnes qui ont été sélectionnées, elles sont très fortes sur fédérer les équipes, développer les talents, faire preuve d'écoute active, partager ses connaissances. Par contre, par exemple, prendre des décisions stratégiques ou développer une vision dans de moindre mesure et confiance durable, il y a peut-être des choses à faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'identifier les axes de développement au niveau collectif, au niveau d'une équipe, au niveau d'un département, au niveau de l'entreprise tout entière, et pourquoi pas d'orienter les plans de formation, les plans de développement en fonction de ça. Et de la même manière, vous avez le positionnement de chacun, de chacune sur la compétence à chaque fois que vous développez une compétence en question. Et de la même façon, enfin, vous pouvez ici, par exemple, prendre encore une fois, développer la vision, et vous avez tout de suite une projection de l'ensemble des personnes de votre équipe, de votre département, de votre entreprise, avec à chaque fois, tout en haut à droite, les personnes pour lesquelles, par exemple, développer une vision, c'est un talent naturel, et tout en bas à droite, les personnes pour lesquelles ce sera plus compliqué. Voilà. Et donc, les résultats de l'approche Competency Framework, parce qu'on est très quasi obsédé par la data, par le ROI chez AssessFair, donc on fait en sorte justement de pouvoir mesurer qu'est-ce que ça apporte concrètement, au-delà de donner simplement des visuels sympas et ce genre de choses. On se rend compte que ça permet d'opérationnaliser les modèles internes de manière extrêmement fiable, je vous disais, sur 15 jours en moyenne. Ça vous permet d'accéder à une connaissance approfondie des forces et des faiblesses de chacun, de chacune au sein de votre entreprise. Donc ça, on peut le faire sur les compétences lorsqu'on est dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels, mais on peut également le faire par rapport à des valeurs. Et surtout, un succès accru des démarches de GEPP. Pourquoi ? Parce que vous vous donnez les moyens, à un moment donné, pas seulement de définir ce qui est important pour vous, mais également de mesurer de manière la plus objective, la plus fiable possible, la façon dont chacun, dont chacune se positionne par rapport à ses compétences, encore une fois, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Peut-être qu'on peut dire 2 mots, je ne sais pas si tu as des choses à dire, Stéphane, sur l'impact du management, peut-être. Ouais, alors je me demandais si parce qu'il nous reste très peu de temps en fait, peut-être quelques questions, on a traité le gros du... il nous reste 5 minutes et on a donné beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez des questions? Donc pour ça, vous pouvez soit utiliser le chat ou encore mieux le module de questions. Valérie qui est en train de taper quelque chose. Apparemment, on a été clair. On vient de les réveiller.
que vous avez des questions? Est-ce que ça peut s'implémenter à notre ATS? Tu as des connexions avec les ATS, les SIRH, Stéphane? Oui, on a une API. En fait, on peut se connecter directement via une API, une moulinette, qui fait qu'au fur et à mesure, on remplit Blixo des arrivées, des départs, des gens qui bougent. Enfin voilà, ça permet une gestion. Moi, je vous dis, j'aime bien le mot paresse. Hein. Il faut passer le moins de temps possible sur les trucs casse-pieds. Donc, c'est totalement. Et vous? Ouais, de la même manière aussi, on a beaucoup développé là. On a même un responsable des partenariats qui est dédié justement à la gestion des API. Et là, on a réalisé dernièrement, c'était 89 intégrations chez nos clients. Alors après, on est intégré en gros avec tous les plus gros du marché, tous les SuccessFactors, les Talentsoft, les Smart Recruiters également. Donc, ouais, ça fonctionne, que ce soit ATS ou SIRH. Ouais, c'est ça. Ok. Donc oui, vous pouvez avoir le replay, il sera disponible dans la journée, je pense, et on vous dira ça. En organe non hiérarchique, est-ce que votre modèle... alors, s'agissant de Blixo, oui, tout à fait. On travaille avec des entreprises qui sont... Alors, j'emploie pas le mot libéré parce que ça fait peur en France, mais en tout cas non hiérarchique, avec un pouvoir très, très décentralisé, qui travaillent en cercle, vraiment, qui font pousser en cercle, en squad, et qui utilisent Blixo depuis maintenant longtemps, donc ils l'ont largement éprouvé. Donc ça fonctionne très bien pour ça. Et je te laisse répondre, David. Ouais, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que c'est pas vraiment dépendant d'une structure d'organisation. C'est-à-dire que, par exemple, évaluer le potentiel, enfin, je parle pour Assassin, évaluer le potentiel des individus, enfin, c'est important, surtout dans le monde, encore une fois, dans lequel on évolue, un monde où tout va de plus en plus vite, ça change, les compétences qui étaient valables hier sont plus valables demain, et ainsi de suite. C'est pas attaché à un type d'organisation, mais c'est véritablement, à partir du moment où vous avez des êtres humains qui travaillent ensemble, et qui, dans le cadre d'un projet commun, ils vont devoir se coordonner, ils vont devoir réaliser des tâches, des missions, ça prend du sens, en fait, tout simplement, d'utiliser ce genre de solution. Ouais. Je pense que peut-être ce que voulait évoquer peut-être Valérie, alors je parle pour Blixo, c'est finalement, c'est vrai que le contexte dans lequel on travaille, l'équipe, peut avoir de l'importance sur le besoin de compétences ou sur la capacité à développer des compétences. Et comme effectivement, on est de plus en plus dans des organisations non hiérarchiques très matricielles, on peut appartenir à différents niveaux. Et voilà, c'est ce qu'on va mesurer. On va mesurer entre autres, par exemple, avec le 360, ça permet, c'est très intéressant, ça permet de faire des 360 par squad, par projet, ou hiérarchique. Et on s'aperçoit que les évaluations sont différentes. Et vous savez que l'évaluation faite par des pairs conduit à 20% plus de progrès qu'à une évaluation faite par un manager, en fait. Ça, c'est un chiffre Gartner. Bon, écoutez, Une question intéressante, je trouve, de Morgane, de votre expérience. Comment ça se passe quand les compétences ne sont pas au bon endroit? Comment vous alignez les envies des collabs et les besoins de votre entreprise? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi un des objectifs, enfin, à mon sens, la gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sort de l'approche justement strictement compétences techniques pures et qu'on se base, il y a aussi toute la notion de transférabilité des compétences. Alors, ça existe au niveau technique et encore plus au niveau des compétences comportementales. L'idée, c'est justement de se sortir un peu de ce carcan et de se dire, la personne, par exemple, je sais pas, moi, a toujours fait du sales, on va l'enfermer dans le sales. Ben non, pas forcément. C'est-à-dire que quand on s'intéresse pas seulement à ce qu'elle a fait, mais à qui elle est véritablement, à ce qu'elle est en mesure de faire et au type de personne qu'elle pourrait devenir demain, on se rend compte au final que les individus sont capables de beaucoup plus d'agilité, de souplesse. On a la possibilité de construire des parcours personnalisés de manière assez pertinente. Écoute, c'est un des avantages, hein, en gros, c'est que ça permet vraiment de dynamiser en gros la mobilité en interne, on se rend compte. Exactement. Il est 11h44, on avait dit qu'on ne dépasserait pas 11h45 pour libérer tout le monde qui s'était bloqué. Voilà, on y est. Donc, merci David. Et puis surtout, merci Stéphane. À tous les gens qui étaient là. J'espère que vous avez appris 2-3 choses, ça vous a donné quelques idées. Et puis, nos équipes sont là pour évidemment vous faire tester nos produits. On va vous coller des liens, on va vous coller des documents. Tester les produits, lire des articles. On a plein de choses qui peuvent vous aider.
Je t'en prie, David. Je laisse le mot de la fin. Génial. Non, non, j'allais dire, il faut que je parle On a un nouveau guide GEPP donc, qui vient de sortir. On avait sorti un guide enfin, il y a quelques temps maintenant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc là, on a une mise à jour avec pas mal de nouveaux content. J'allais dire, si j'en parle pas, je vais me faire taper sur les doigts par le marketing chez nous. Donc ça y est, il y a un lien qui a été posté dans le chat. Donc, alors, vous n'allez pas le télécharger tout de suite, c'est une préinscription. Et à partir du moment, je crois que c'est d'ici quelques jours ou quelques semaines, il va être disponible. Vous allez le recevoir en priorité. Exactement. Voilà. Et Andrea a collé un lien de démo pour tester Wixo. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous et bonne journée. Merci infiniment. Excellente journée à chacune, à chacun d'entre vous. Au revoir. Au revoir.